C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver chaque 20h pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous pratiquer sur TATV. La 5e session de la commission intergouvernementale russo-guinéenne s'est ouverte ce mardi à Conakry. Regroupant des experts guinéens et russes, la rencontre devra permettre de se pencher sur les thématiques du renforcement des coopérations économiques, scientifiques, techniques et commerciales entre les deux pays. Cette action initiée par la société minière Ruissal CBK vise à renforcer les liens d'amitié et de développement entre Conakry et Kremlin. Moussa Sefa Kamara, explication. C'est une occasion pour les deux nations de renforcer leur coopération de développement dans plusieurs domaines et les relations russo-guinéennes datent depuis la période de l'indépendance de la Guinée. Dans cette collaboration, beaucoup de programmes et projets ont été réalisés. Depuis 1958, on prépare les cadres guinéens et vous êtes au courant que peut-être un tiers au moins des cadres guinéens parlent russe. Et c'est une bonne chose. On va continuer. À propos de l'éducation, j'aimerais bien aussi préciser que depuis mon arrivée ici, c'était en 2011, on octroyait à la Guinée seulement 10 bourses par an. Maintenant, cette année-là, c'est 60. Donc il y a un progrès considérable. Et j'ai dit aussi qu'on est en marche. La consistance et la bonne santé de ces relations entre ces deux pays frères s'intensifient davantage de nos jours dans les activités minières. Tous nos projets se développent avec beaucoup de succès et l'année prochaine, nous envisageons de commencer l'extraction et l'exportation de bauxite dans le cadre du projet Viandien, ce qui va marquer une nouvelle ère dans le développement de l'industrie de bauxite et d'aluminium de votre pays. Côté guinéen, le ministre d'État Ibrahima Kassouri Fofana est largement revenu sur le progrès et promesses réalisées par la société russale dans notre pays. Notamment sur la réhabilitation de l'usine Triguia, dont les travaux sont très avancés et sont même en avance par rapport au calendrier d'exécution sur lequel on était tombé d'accord à Moscou. Nous sommes heureux de constater également que la mise en œuvre de Viandien est tout aussi avancée et pourrait connaître un début de production et d'exportation dès le début de l'année prochaine. Pendant ces 2 jours, ces experts guinéens et russes échangeront sur les domaines sociopolitiques, économiques et culturels pour le bonheur des deux pays. Et puis, ouverture ce mardi à Conakry d'un autre atelier. Cette fois, c'est le renforcement des capacités des professionnels de médias privés guinéens pour la couverture d'élections efficaces. Cette formation appelée Bridge de 5 jours vise à outiller ces journalistes pour une diffusion de manière professionnelle des informations sur les processus électoraux en Guinée. Bamamadou Alpha. Ils sont 30 journalistes des médias privés guinéens qui prennent part à cette formation. Une formation qui permettra à ces participants de contribuer à la tenue des élections apaisées dans le pays. Cet atelier vise aussi à renforcer les capacités communicationnelles en matière électorale des acteurs de la presse privée. Les acquis de cette formation vont contribuer largement à une couverture efficace, efficiente, professionnelle et pérenne des élections crédibles, inclusives et apaisées, conformément aux standards nationaux et internationaux qui gouvernent les élections bien organisées dans le monde. Cette initiative de la Commission électorale nationale indépendante à travers son projet PASSEG n'est pas à sa première phase et la présente séance porte sur le module média dans le projet Bridge. Vu son importance, Jacques Bonimi a exhorté les participants à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de cette rencontre. Le certificat que vous allez avoir ici a une valeur internationale. Ce n'est pas une formation locale. Ce certificat peut vous servir dans tous les pays où on organise les élections crédibles. Donc il vous reviendra de prendre toutes les dispositions, d'être là à l'heure, de participer activement au cours, d'être régulier pour qu'à la fin de cette formation, vous puissiez obtenir un certificat qui va vous servir dans votre vie professionnelle.
Réunir 30 journalistes pour les outils en technique électorale, cette initiative a été rendue possible grâce au financement du PNUD de l'Union européenne, le Japon et la France. Les opérations de déguerpissement de Demoudoula, on en parle encore ce mardi en compagnie des cadres du parti. Le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée a effectué une visite de terrain sur ces sites dont les concessions font actuellement l'objet de démolitions. Elhadji Mamadou Sellou Diallo, qui était venu apporter son soutien moral aux victimes, ne conteste pas l'application de la loi, mais plutôt la manière. Soari Boubacar. Aussitôt aperçu sur les lieux, c'est une foule compacte qui s'est déferlée autour du chef de file de l'opposition. Parmi elles, nombreux sont des victimes du déguerpissement sur le lit de la rivière de Demoudoula. Venu dans le but uniquement d'apporter son soutien moral à ces nombreux citoyens qui passent la nuit à la belle étoile, Elhadji Sellou Diallo se refuse tout commentaire sur la légalité et la légitimité de l'opération. Il trouve tout simplement que l'action a manqué d'humanisme. Je pense que si on estime que pour la protection de l'environnement, pour des causes d'utilité publique, on doit les déguerpir, on devrait le faire avec l'humanisme que cela requiert. C'est-à-dire, il faut d'abord venir les prévenir, les sensibiliser, pour qu'ils déménagent et qu'on voit l'opportunité d'une indemnisation. Pour justifier cette position, Elhadji Sellou Diallo se réfère aux lois du pays. Il est dit dans nos lois que du 15 juin au 15 octobre, un propriétaire de maison n'a pas le droit de sortir un locataire. Parce que c'est la période de grande pluie. On ne peut pas le faire. Humainement, ce n'est pas bon. Donc je ne vois pas l'opportunité de faire ça maintenant, en pleine saison pluvieuse, dans les conditions que cela a été fait. En plus de cela, le président de l'UFDG a dénoncé l'absence de l'État. Selon lui, quand une zone est dite réservée, elle doit être avant tout surveillée. Autre fait de l'actualité, le député uninominal de Dixine persiste toujours dans ses menaces de grand déballage contre son ancien parti, l'Union des forces démocratiques de Guinée. Aboubakar Souma en est-il capable? Détient-il quelque chose contre l'UFDG? En tout cas, vu selon lui des accusations et calomnies portées contre lui, il menace de tout dire si ses détracteurs n'arrêtent pas. C'était ce mardi au sorti de l'émission La Tribune de l'actualité plus sur Chéri FM TATV. Aïssata Fofana, décryptage. Il était pourtant l'un des piliers de l'Union des forces démocratiques de Guinée, notamment dans la commune de Dixine. Aujourd'hui, après avoir claqué la porte du parti dans lequel il a milité pendant 5 ans, cet ancien mobilisateur de l'UFDG et son nouveau parti, le PDE, rejoignent le Front pour l'alternance démocratique. Et depuis, Aboubakar Souma se dit traqué de toutes parts par ses anciens collaborateurs. Les problèmes ont commencé entre moi et les responsables de l'UFDG depuis 2015. J'ai pensé qu'on allait trouver des solutions à ces problèmes. Malheureusement, malgré l'intervention du doyen Sirendé, pendant 4 réunions, on n'a pas pu trouver et les problèmes continuaient et persistaient. J'ai décidé de quitter l'UFDG. De 2015 à 2017, si le professeur Alpha Condé m'a donné chaque année 6 milliards, comme le dit aujourd'hui M. Makandera, alors je suis l'un des plus riches de la Guinée. Si ces propos ne semblent l'atteindre, il tient tout de même à répondre à ses détracteurs. Je voudrais lui dire que je ne suis pas un griot politique, j'ai des objectifs politiques que je vais réaliser. Et si je voulais aussi aller au RPG, quel est le Guinéen qui allait m'empêcher? C'est mon droit d'aller partout où je veux, de faire ce que je veux. C'est pourquoi j'ai mis en place mon parti politique. Qu'il arrête. S'il veut faire le griotisme, il n'a qu'à continuer avec son UFDG. Parce qu'il n'a ni parti, ni alliance avec l'UFDG. Mais pour les auditeurs au bout du fil, dans l'émission La Tribune de l'actualité plus sur Chéri FM Guinée, le suspense autour des annonces de révélation qu'il a promis de faire doit être levé. Moi, je voudrais dire qu'il n'a qu'à faire cette débat-là maintenant, on en a tout entendu. Vraiment, je voudrais qu'il me dise. Je voudrais dire à Oumouda de mettre un peu d'eau dans son vin. Ce débat-là qu'il est en train de faire, nous voulons qu'il fasse ce débat-là maintenant. Parce qu'on ne peut pas continuer à menacer les gens. Moi, je suis secrétaire général de la section IFDG ANTA. Je suis trésorier de Fédération de Maton 3. On connaît tout ce qui se passe s'il y avait des manifestations. Je l'attends pour que ça, il se passe ce qui se passe à l'IFDG. On connaît tous.
Détient-il vraiment des informations accablantes et quel sera l'impact de ces révélations sur l'avenir politique de l'UFDG? L'on attend tout de même de le savoir. Et cela s'appelle Affaire à suivre. Culture, le prix découverte RFI Talent vient de boucler sa tournée africaine. Arrivé au pays la semaine dernière, le R&B boss était face à la presse ce mardi à Conakry. Soul Banks est largement revenu sur son tour d'Afrique et le contenu de son tout dernier album intitulé Cosmopolite. Saloum Kondé. Depuis son retour au Bercail après une tournée africaine, c'est la première apparition du chef de file du R&B guinéen devant les hommes des médias. 13 concerts dans 11 pays différents, c'est énorme, mais pour Soul Banks, sa découverte africaine aura été une accumulation d'expérience. Aujourd'hui, c'est vrai que quand tu es artiste africain, tu joues les lives et tout, mais il n'est pas donné à n'importe qui de faire une tournée. Voilà. Ça seulement, ça a contribué à ma formation en tant qu'artiste live aujourd'hui qui arrive à tenir un concert de 1 heure ou de 2 heures. Des fois, on est allé au Rwanda et je fais plus de 3 heures parce que c'était fini. Les gens ils m'ont dit qu'il faut rester encore. Donc voilà, et il faut comprendre que ça a contribué à la formation non seulement de mon groupe, de mon orchestre, et moi-même en tant qu'artiste et tout, de pouvoir se tenir très longtemps sur scène et tout. Mais en dehors de ça, ça a contribué également à une couverture médiatique très très importante et très sérieuse sur moi dans tous les pays où on a passé et tout. La préparation de cette tournée africaine n'a pas été facile car elle est arrivée à un moment où l'artiste a mis dans les bacs son dernier album Cosmopolite. Pour son manager, c'est le professionnalisme qui a caractérisé la réussite de cette sortie hors du pays. Surtout, nous avons pris nos priorités et en fait les objectifs principaux. Nous avons sorti l'album qui a été un succès et d'ailleurs je ne cesserai de remercier tout le peuple de Guinée et tous ceux qui nous ont accompagnés. Et ensuite, nous sommes rentrés dans les préparatifs de la tournée parce que nous devions aller dans beaucoup de pays. Il fallait chercher des visas, parfois c'était pas facile. Il fallait aussi préparer le concert dans ces différents pays en n'étant même pas là-bas. Donc c'était un peu difficile, mais nous sommes arrivés à nous en sortir dans les meilleures façons. Avant d'entamer une tournée nationale, Soul Banks ne tarit pas d'ambition pour le futur. Je suis sur mon album qui doit sortir avec Sony. Je suis sur mon album qui doit sortir avec Sony. Là, déjà, on est en train de faire une séance d'écoute des morceaux que nous avons déjà et proposer une maquette pour l'enregistrement, pour la réalisation de l'album en quelque sorte. En dehors de ça, et bientôt, on va procéder même à la vente des CD. Voilà, organiser une séance dédicace. Voilà, et par le label R&B Boss Music et tout pour écouler les CD pour que l'album puisse s'écouter de mieux en mieux et tout en tout cas et voilà, et comme je l'ai dit, le label R&B Boss Music aujourd'hui travaille avec des artistes comme Manamba Kanté, comme Chapa, et on est en train de voir en perspective comment mettre des projets en place pour eux, également voir même pour un One Rhythm Cosmobeat. Parlant de l'accompagnement du ministère de la Culture, Soul Banks pense que les artistes sont à l'abandon dans le pays, même s'il estime avoir un lendemain meilleur devant lui. Culture toujours pour boucler cette page Nation. Les comédiens guinéens ont désormais une plateforme d'échange et de partage. Fédération nationale des comédiens de Guinée, FENACO-GUI, en abrégé, c'est son nom. Elle a été officiellement présentée hier lundi aux hommes de médias. Cette structure se donne pour mission d'œuvrer pour le bien-être des acteurs humoristes de Guinée. Ça, Alou Yamboulon. Cette nouvelle fédération regroupe les troupes artistiques qui s'investissent dans le domaine de la comédie. Plus d'une vingtaine de troupes sont représentées et comptent unifier leurs efforts pour atteindre les nombreux objectifs que les comédiens de Guinée s'assignent. Valoriser le cinéma guinéen pour qu'il soit consommable à l'international. Participer à l'effort pour mieux valoriser le cinéma guinéen. Organiser des formations pour les comédiens. Organiser un festival de la comédie guinéenne. Encadrer la comédie et les comédiens pour un cinéma de qualité. Pour matérialiser cette ambition, la Fédération nationale des comédiens de Guinée a posé son premier acte qui consiste à assurer une 50aine d'artistes qui pourraient désormais bénéficier d'une couverture sanitaire en cas de maladie. Dans le
de soutenir la volonté du président de la République, son Excellence le professeur Alpha Condé, et du ministère de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique pour l'assurance sanitaire des artistes. La Fédération nationale des comédiens de Guinée, FENACOGI, lance sa première phase d'assurance sanitaire d'un lot de 50 artistes comédiens, membres du bureau guinéen du droit d'auteur, BFGDA. Depuis maintenant une année, le gouvernement guinéen a signé avec une structure d'assurance de la place un partenariat dans le cadre de l'assurance sanitaire des artistes du pays. Une politique qui n'a pas connu de succès escompté au dire du ministre de la Culture, des Sports et du Patrimoine historique qui évoque une seule raison. Parce que très simplement, le pessimisme s'est installé au sein du monde culturel. Aujourd'hui, c'est pour sensibiliser leurs amis du monde culturel que les comédiens ont pris le devant. Ils se sont inscrits comme des pionniers pour montrer que cette assurance est une assurance réelle, c'est une assurance efficace, c'est une assurance sanitaire et vitale pour l'ensemble du monde culturel. En Guinée, nombreux sont les hommes de culture qui finissent leur carrière dans des situations lamentables. En cas de maladie, ces artistes qui ont du mal à vivre du fruit de leur travail sont obligés de tendre la main aux personnes de bonne volonté ou à l'État pour bénéficier de soins. En s'assurant, les comédiens de Guinée pensent pouvoir changer la donne. Sur le continent, le procureur de la République sénégalaise, Serine Bassirou Gueye, a animé un point de presse ce lundi pour se prononcer sur l'incident qui a coûté la vie à 8 personnes. C'était le 15 juillet au stade Demba Diop de Dakar. Le procureur promet de traduire en justice les auteurs de ces actes atroces. Suivez. Samedi 15 juillet, la finale de la Coupe de la Ligue entre l'Union sportive de Ouakam et le Stade de Mbour a été émaillée d'incidents ayant fait 8 morts et une centaine de blessés. Suite à ce drame, le procureur de la République du Sénégal, Serine Bassirou Gueye, a tenu un point de presse ce lundi. À cet effet, il a promis que les acteurs du drame seront traqués et traduits devant la justice. En compagnie des enquêteurs, je me suis rendu sur les lieux. Nous avons pu constater l'ampleur des dégâts. Les traces de sang et autres débris trouvés sur place renseignent sur l'atrocité des actes commis. L'enquête suit son cours et déjà des témoignages ont été recueillis, des films visionnés et des renseignements en cours de traitement. L'autopsie des corps a été ordonnée et confiée à l'hôpital Aristide Le Dantec. Interpellé sur l'insuffisance des forces de l'ordre, le procureur déclare n'avoir reçu aucune piste orientée vers les éléments de sécurité. Et pourtant, plusieurs acteurs indexent la faible protection des forces de l'ordre pour un tel événement qui devait rassembler plus de 20 000 personnes. Et puis, dans le domaine sportif, je crois que c'est assez bizarre qu'on puisse parler de forces de l'ordre en nombre ou en quantité qui ont tiré, etc. Parce que le domaine sportif, c'est le domaine par excellence où l'amitié et la fraternité doivent prévaloir. Donc si on arrive à dire qu'il n'y a pas suffisamment de forces de l'ordre, ça veut dire que donc l'esprit est déjà faussé. Je crois que ce sur quoi nous devons nous appesantir aussi, c'est cette culture de violence que l'on voit dans le milieu sportif. Et c'est ça, je crois, qu'il faut décrier. Mais toute tendance à vraiment déplacer le débat serait nuisible à l'éducation pour la paix que nous devons inculquer aux sportifs et aux militants du sport de façon générale. Serine Bassirou Gueye a donné des assurances quant à la sévérité des sanctions après identification des coupables. Le procureur de la République a également révélé que le président de la Ligue Pro, Saher Seck, avait été entendu par les enquêteurs ainsi que le directeur du stade Demba Diop. En interactualité, aux États-Unis, c'est un nouveau revers pour Donald Trump dans sa croisade contre l'Obamacare, le projet phare d'assurance maladie pour des millions d'Américains de Barack Obama. Des sénateurs républicains ont annoncé lundi soir leur opposition au projet de loi de remplacement d'Obamacare, l'une des promesses de campagne de Donald Trump. Le parti républicain ne bénéficiant que d'une courte majorité à la Chambre haute, il ne pouvait se permettre défection. Suivez.
Ils sont médecins, infirmiers ou simples citoyens et tous déterminés à empêcher les républicains de voter leur réforme de l'assurance maladie. Ce lundi, ils sont entrés au Congrès et ont organisé un sit-in dans les bureaux des sénateurs qui se déclarent encore indécis. Quelques heures plus tard, 2 sénateurs annonçaient qu'ils ne voteraient pas la loi. 2 défections auxquelles il faut ajouter 2 autres déjà annoncées. Avec 4 sénateurs en moins, le remplacement de l'Obamacare, promesse de campagne de Donald Trump, se trouve à nouveau enterré. Réaction immédiate du président américain sur Twitter. Les républicains devraient simplement abroger l'échec Obamacare maintenant et travailler un nouveau plan de santé en repartant à zéro. Les démocrates nous rejoindront. Abroger totalement Obamacare en remettant à plus tard l'élaboration d'un hypothétique remplacement, c'est la solution radicale que propose Donald Trump. Les sénateurs devraient voter dans les prochains jours pour abroger ou non des éléments centraux de la loi emblématique de Barack Obama. Mais il est peu probable que les républicains modérés qui ont torpillé la réforme approuvent une abrogation sans filet de secours immédiat pour les millions d'Américains qui ont obtenu un accès aux soins grâce à Obamacare. Direction la Syrie, là où l'offensive des forces démocratiques syriennes sur Raqqa se poursuit. Soutenue par la coalition, les FDS affirment avoir pris un nouveau quartier de la capitale autoproclamée de l'organisation l'État islamique. Face à elle, les djihadistes proposent une résistance farouche et n'ont plus rien à perdre. Suivez. Voici à quoi ressemblait le ciel de Raqqa ces dernières heures. Ces frappes répétées, menées par la coalition internationale, continuent de s'abattre sur les quartiers tenus par les djihadistes du groupe État islamique. Au sol, les forces démocratiques syriennes tentent de reprendre un à un les quartiers aux mains de l'organisation État islamique. Des combats qui auraient permis aux forces soutenues par Washington de reprendre un quartier situé à l'ouest de la ville. Le quartier de Yarmouk a été libéré. Nous avançons prudemment. Ce qui nous importe n'est pas la rapidité, mais de libérer les civils et d'éliminer le groupe État islamique. L'organisation syrienne des droits de l'homme affirme, elle, que les forces démocratiques ont progressé dans Yarmouk, mais qu'elles ne contrôlent pas complètement le quartier. D'après l'ONG, de violents combats se poursuivent ailleurs dans le secteur, ainsi qu'à l'est, aux abords de la vieille ville. Les forces démocratiques syriennes contrôleraient actuellement 35% de Raqqa. Les djihadistes résistent et disposent eux aussi d'armes sophistiquées, bombes, engins piégés ou encore des drones munis de charges explosives. Ils ont aussi laissé des mines un peu partout dans la ville. Un danger pour les combattants des FDS, mais aussi pour les civils qui tentent de fuir la cité. Des civils pris au piège dans les combats. Des centaines d'entre eux ont réussi à s'enfuir ces 2 derniers jours, mais 10 personnes, dont au moins 2 enfants, auraient été tuées dans les frappes de la coalition. Et pour terminer, la colère de l'Amnesty International après la décision turque de maintenir en détention provisoire sa directrice pays ainsi que 5 autres militants des droits de l'homme. 4 autres ont été libérés. Tous avaient été arrêtés le 5 juillet dernier dans le cadre de la répression post-coup d'État. Ils sont soupçonnés d'être liés au prédicateur en exil Fethullah Gülen, ennemi juré de Recep Tayyip Erdogan. Suivez. Devant le tribunal, ils ont attendu la décision des juges jusque tard dans la soirée. Pour ces militants d'Amnesty, la nouvelle qui vient de tomber est un coup dur. 4 militants ont été relâchés sous contrôle judiciaire. 6 autres, dont la directrice de l'ONG, ont été placés en détention en attendant leur procès. Ils sont accusés de commettre un crime au nom d'une organisation terroriste sans en faire partie. Tout cela est politique et montre que les lois ne sont pas respectées. Cela prouve aussi qu'aucune organisation n'est en sécurité dans le pays. Pour les autorités turques, l'expression organisation terroriste désigne soit les séparatistes kurdes du PKK, soit les partisans de Fethullah Gülen, le prédicateur accusé d'avoir fomenté la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016. Or, la semaine dernière, le président Erdogan avait accusé les militants arrêtés d'être impliqués dans des activités dans la continuité du putsch manqué du 15 juillet. Les 8 militants turcs, dont la directrice d'Amnesty pour la Turquie, ici en photo, ont été arrêtés le 5 juillet avec 2 formateurs étrangers.
En juin, le responsable d'Amnesty International en Turquie avait déjà été arrêté, lui aussi soupçonné de lien avec Fethullah Gülen. Des arrestations survenues dans un contexte de purge massive depuis la tentative de coup d'État. Plus de 50 000 personnes, dont des opposants au président Recep Tayyip Erdogan, des membres d'ONG et des journalistes ont été arrêtés. www.tamtamguinée.com sur ces sites que vous pouvez retrouver cette édition des informations et d'autres informations d'ailleurs. Merci de votre attention. Il ne me reste qu'à vous dire grand merci. Au revoir.